Hey! Moi, c'est Mélo. Vous êtes peut-être en train de vous demander qui je suis. C'est normal, c'est parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur cette plateforme. Je suis un peu stressée, hein, voilà, comment vous dire. Mais aujourd'hui, j'arrive avec un sujet qui, je trouve, est super intéressant et j'espère qu'il vous intéressera. Aujourd'hui, parler de la bonne humeur des Français, de leur accueil, de leur bienveillance. Non, bah vous avez lu le titre de la vidéo, c'est pas du tout de ça dont je vais parler. Aujourd'hui, on va se pencher sur un préjugé que j'ai entendu extrêmement souvent, que j'entends tout le temps, qui est que les Français font toujours la gueule. Voilà. Alors du coup, je me suis un peu penchée sur ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les Français font toujours la gueule? Je me suis pas demandé pourquoi est-ce que les gens le disaient, parce que bah, je vis en France, donc je sais que les Français font toujours la gueule, je le vois tous les jours. En plus, je suis hôtesse de caisse, je suis en première ligne pour voir les gens faire la tronche. Donc du coup, je sais vraiment, je connais vraiment ça. Mais par contre, j'arrivais pas à l'expliquer, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va faire une vidéo et on va se demander pourquoi est-ce que les Français ils font la gueule et on va essayer d'y répondre de manière un petit peu grossière parce que les cas sont hyper particuliers. Là, on parle d'une population entière, donc évidemment, il va y avoir beaucoup de généralités, hein. Mais il faut pas oublier que voilà, c'est vraiment juste pour essayer de comprendre un peu. Enfin, ce que je vais expliquer là, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais par contre, si vous vivez en France ou que vous côtoyez des Français régulièrement, vous savez très bien comment ça se passe. Et je pense que peut-être que vous aussi, vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi désagréables ces connards? Mais du coup, bah voilà, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer ça. Donc, rapide présentation, je m'appelle Mélodie, j'ai 21 ans, j'habite à Toulouse. Reste, on verra dans d'autres vidéos, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important. Et je vais commencer directement à parler du coup du thème de la vidéo. Donc du coup, pour commencer à expliquer ce phénomène, on va parler du contexte économique et social. Pourquoi commencer par ça? Parce que ça va définir vraiment, le contexte, ça va définir dans quelle situation est-ce qu'on se trouve au moment où on se pose cette question. Parce que le contexte économique et social, il évolue tous les ans. Il a énormément évolué pendant la pandémie du coronavirus, mais avant il était de telle manière, aujourd'hui il est de telle manière, et du coup on peut se pencher dessus pour essayer d'avoir certaines réponses. Je pense que pour les gens qui ont mon âge, moi j'ai 21 ans donc je suis née en 99, pour ceux qui ont mon âge, je vais parler de quelque chose que on a tous entendu, qu'on entend même depuis qu'on est petit, c'est le chômage. Le fait de ne pas pouvoir apporter du travail aux gens qui sont au final inoccupés. L'activité professionnelle, c'est quelque chose de super important parce que une personne qui n'a pas de travail peut se sentir très rapidement inutile, peut se sentir très rapidement oubliée dans la société, peut sentir qu'elle n'a pas de place dans la société, et ça peut être super problématique parce que on le verra dans d'autres vidéos peut-être, mais dans la philosophie on en parle beaucoup de cette place qu'on a dans la société. Si on ne se sent pas utile dans une société, ça peut créer énormément de problèmes et du coup un manque de confiance en soi, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un engrenage. En France, on parle du chômage très souvent parce que on a eu une grosse crise de chômage. Je crois que c'était 2007-2012, quelque chose comme ça. On avait énormément de chômeurs en France et on n'arrivait pas à trouver des places à ces personnes qui ne demandaient qu'à travailler. Le truc, c'est que on ne peut pas être bien dans sa peau, selon moi, si on n'a pas d'objectif. Et il y a énormément de personnes qui ont des objectifs grâce à leur travail. Parce que quand on est dans une entreprise, on essaye d'évoluer, je sais pas, on essaye de parler à certaines personnes, tout ça. Et si on n'a pas ce contact social, si on n'a pas cette détermination à atteindre certains objectifs, bah ça peut être très compliqué de vivre bien, de se sentir bien dans sa peau. Donc je pense que ça peut être un critère qui expliquerait éventuellement pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnes qui sont un peu tristes, qui sont un petit peu mal dans leur peau, justement parce qu'elles n'ont pas trouvé cette fonction encore, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail dans la branche qui les intéresse, donc elles sont obligées de travailler dans des branches qui ne leur plaisent pas du tout, et du coup, à cause de ça, ils ont l'impression d'être inutiles, ou bien en tout cas de ne pas faire ce pourquoi ils sont doués, et ça peut apporter énormément de problèmes pour les gens qui sont dans cette situation. Il y a autre chose aussi dont on peut parler, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est l'argent que vous pourrez utiliser pour vos activités extérieures,
pour l'art que vous pratiquez, pour je sais pas si par exemple votre passion c'est la cuisine, pour pouvoir acheter les aliments qu'il vous faut, faire plaisir aux autres ou se faire plaisir à soi-même. Le problème quand on a une baisse de pouvoir d'achat, c'est que du coup la part de l'argent qu'on va recevoir, elle va être vraiment infime et du coup on va pas pouvoir forcément se faire plaisir. Tout ça c'est problématique parce que du coup ça nous laisse un peu moins de temps pour tout ce qui est la culture, le divertissement, les vacances, tout ça. Et du coup, sans pouvoir d'achat, on ne peut pas on travaille en fait, mais en fait on travaille vraiment dans le vide. On travaille, on donne notre corps au final à des entreprises pour que au final à la fin du mois on ne puisse quand même pas bien se nourrir, on ne puisse pas forcément se faire plaisir, on ne puisse pas vivre comme on le voudrait et du coup il y a une sorte de frustration qui se crée. De ce que j'ai compris, le pouvoir d'achat n'est pas spécialement en baisse en France. Là je parle vraiment de avant la crise Covid parce que les études datent d'avant la crise Covid, hein, mais avec le Covid je pense que ça a dû être un cataclysme tellement certaines personnes n'ont plus de pouvoir d'achat. Mais en tout cas moi de ce que j'avais vu dans les études avant Covid c'est que le pouvoir d'achat n'était pas en baisse. Moi, je pense qu'il était quand même en baisse à ce moment-là parce que la vie coûte quand même de plus en plus cher. Il faut quand même y mettre une bonne part de budget pour pouvoir avoir des aliments de qualité. Quand on veut s'acheter, je sais pas, par exemple un nouveau téléphone ou une caméra comme celle qui est en train de me filmer actuellement, ça va être extrêmement cher. C'est des coûts qu'on a vraiment découverts il y a quelques années, entre 10 et 20 ans, parce qu'avant vraiment on cassait notre téléphone, on râlait forcément parce que c'est du matériel, mais on mettait 100 euros, 150 euros maximum et on avait un bon téléphone derrière et on arrivait à bien travailler avec, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que étant donné que la technologie évolue tous les jours et que du coup certains ont besoin, par exemple moi j'ai un iPhone XR, c'est pas mon outil de travail mais c'est mon outil de communication sur Instagram et du coup sur YouTube. Si je le casse demain, il va falloir que je sorte 900 euros de ma poche pour pouvoir m'acheter le même téléphone, pas pour pouvoir évoluer, pour acheter le même. Les avancées font que on doit quand même mettre plus cher pour avoir certaines choses. Les habits, pareil, si on veut acheter des marques éthiques, des marques qui n'emploient pas des personnes en Chine, au Bangladesh, etc., il faut y mettre le prix. Et le problème avec ça, c'est que du coup, quand on va vouloir acheter des marques éthiques, on va être très rapidement ruiné. On va acheter, je sais pas, peut-être un ou deux t-shirts, ça sera peut-être 80 euros pour les 2 t-shirts, ou ce genre de choses. Ou bien du coup, il faut passer par des vêtements d'occasion. Et du coup, dans ce sens-là, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut quand même dire que notre pouvoir d'achat baisse, vu que les choses sont de plus en plus chères si on veut bien consommer. Qu'est-ce qui fait que le chômage et la baisse du pouvoir d'achat ont des conséquences sur le moral des Français? J'aime bien la métaphore de la petite boule de neige qui va devenir une énorme boule de neige au fur et à mesure où elle va glisser. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on est au chômage, c'est un fait. Être au chômage, c'est pas une fin en soi, on peut retrouver du travail. Sauf que le problème, c'est que du coup, on est au chômage, donc on va se sentir un peu inutile, on va rien avoir à faire de nos journées, à part, je sais pas, aller à Pôle emploi, déposer des CV, etc. Mais ça peut être très très vite déprimant. Moi, je sais que pendant cet été, je cherchais un travail, j'ai passé vraiment 1 mois et demi à poser des CV partout dans Toulouse, et ça a été hyper compliqué de trouver une place. J'avais l'impression que j'allais être un petit peu mise de côté, que j'allais pas pouvoir payer mon loyer, etc. Donc tout ça, ça amène des angoisses. Et ces angoisses, elles vont se transformer au fur et à mesure du temps. Donc là, on imagine que la boule est en train de devenir de plus en plus grosse. Ces angoisses vont devenir au fur et à mesure du temps des symptômes de dépression. C'est compliqué de pouvoir se sentir bien quand on a l'impression que ce qu'on fait est inutile et qu'on n'a pas de place dans la société. Il faut savoir que j'ai lu dans un article que on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques en Europe, les Français. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de monde, ce stress permanent qu'on peut avoir, du coup ce mal-être intérieur qu'on va consumer petit à petit, et ça peut vraiment faire des dégâts sur une société. Étant donné que ça touche beaucoup de monde, je pense que le fait que la masse divulgue certaines énergies, parce que là, on va parler un petit peu abstrait, le fait que la masse divulgue des mauvaises énergies, soit dans un mauvais mood, ne soit pas forcément en forme, tout ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de monde, parce que du coup, on va créer une sorte de mauvaise onde générale sur un certain territoire. Tout ça, ça peut amener du coup à un stress collectif qu'on va tous se partager les uns avec les autres. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent malheureusement. Et
Ça peut amener la prise forcément de médicaments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut aussi amener la prise de drogue. Là, je vais parler de drogue, mais je parle pas de produits comme on les appelle les drogues dures. Là, je vais surtout parler de cannabis et d'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, vont se réfugier vers ça pour pouvoir se détendre. J'ai vraiment beaucoup d'amis qui sont presque tombés dans l'alcool parce que c'est un moyen pour eux de justement se défaire de ce quotidien. Et le problème, c'est qu'avec le temps, ça ne fait que s'aggraver si jamais on ne se prend pas en charge. Ça peut devenir des maladies de foie, ça peut devenir des dépressions. Et puis juste, l'alcool, c'est une drogue. Et pour moi, c'est presque une drogue dure, l'alcool, parce que vraiment, au niveau de l'atteinte que ça peut avoir sur une personne et le temps que ça met pour se guérir, c'est pour moi vraiment une drogue dure, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à enlever et ça peut vraiment nuire forcément au comportement des gens. Vous le savez, l'alcool, c'est quelque chose qui change le comportement sur le long terme. Alors boire de temps en temps, c'est cool. Boire tous les soirs en rentrant du taf, c'est nul. Voilà, c'est vraiment un mauvais réflexe et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. On peut souvent avoir l'impression que, en tant que Français, on n'est pas reconnu. Je parle pas à l'échelle internationale, je parle en tant que Français dans la société. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien dans le domaine où elles sont et du coup ne se sentent pas bien. Tout à l'heure, j'ai parlé vite fait de confiance en soi. J'y reviendrai un peu plus longtemps plus tard. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va définir comment est-ce qu'on se sent avec nous-mêmes et surtout comment est-ce qu'on va agir avec les autres. Si on n'a pas confiance en nous, on va agir d'une telle manière et si on a confiance en nous, on va agir d'une autre manière. Et le problème, c'est que quand on a l'impression de ne pas servir à grand-chose, de ne pas être reconnu dans ce qu'on fait, de ne pas être valorisé dans ce qu'on fait, on va avoir tendance à ne pas avoir de confiance en soi parce que justement on va avoir l'impression d'être un peu nul, d'être un peu laissé de côté et tout ça c'est des choses que du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le subissent. Moi je suis hôtesse de caisse, c'est pas valorisant d'être hôtesse de caisse. Vraiment c'est pas facile de faire ce boulot. Et moi ça va, je suis étudiante donc je suis pas là à plein temps, mais je pense à toutes les personnes qui sont là vraiment en 35 heures et qui n'aiment pas leur travail et qui sont là vraiment juste pour l'argent. Je pense que tout ça, ça peut vraiment amener au fur et à mesure une réelle perte de confiance en soi et un problème de valorisation de soi-même tout simplement. Le problème c'est qu'on a une sorte de norme sociale qui a été établie. Alors, on va grandir de telle manière, on va étudier de telle manière, on va faire telles études et ensuite on va réussir à rentrer dans la vie. Ça c'est un schéma que tout le monde a entendu quand on est au collège, au lycée, on va nous parler d'orientation, on va nous parler de ça comme ça. Le problème c'est que on peut pas tous avoir la même vie, on peut pas tous avoir le même schéma de vie, on peut pas tous terminer le lycée et se dire allez je vais faire un bac plus 5, c'est impossible tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes bases. J'ai envie de faire un petit schéma comme ça devant vous. En gros, imaginons que moi ma base elle est carrée. Donc j'ai une petite base carrée comme ça et au long de ma vie elle va augmenter. Donc voilà, ça c'est ma base à moi. Une autre personne, sa base ça va être un triangle et pareil elle va augmenter. Et le problème c'est que nous dans notre éducation on va nous apprendre qu'on va tous évoluer à peu près au même stade. Sauf que c'est pas vrai du tout. Moi je vais évoluer de telle manière et la personne à côté de moi va évoluer de telle manière. Et du coup, quand on n'évolue pas comme les autres, ça peut poser problème parce que on peut se sentir un peu marginalisé, on peut se sentir un peu mis de côté, on peut se sentir un peu nul. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont pas apprécier le fait qu'une autre personne évolue de telle manière. Si je dois évoquer un exemple comme ça, une personne qui est née dans la précarité, qui est née par exemple en HLM, moi je suis née en HLM, j'ai absolument pas honte de le dire. Une personne qui est née en HLM, elle va peut-être être discriminée parce que elle va être dans une école où d'autres personnes sont nées dans des résidences, dans des maisons, ou ce genre de choses, et que du coup elles ont eu plus de facilité. Mais du coup, étant donné qu'il y a cette norme, qu'il y a ces cadres-là, ça va être difficile en tant que personne qui est déjà née dans un endroit qui n'est pas dans la norme, ou bien qui en tout cas est jugé précaire. Ces personnes-là, elles vont avoir l'impression d'être juste moins bien que celles qui n'ont pas réussi d'ailleurs, qui sont juste nées dans des conditions différentes et peut-être plus faciles à gérer. Ça peut amener de la discrimination puisque les gens justement qui sont nés dans de bonnes conditions, ils peuvent
étant donné qu'on leur a dit que bah voilà c'est normal de vivre comme ça, bah les gens qui sont pas nés comme ça ils vont leur dire mais en fait t'es bizarre toi, genre je comprends pas pourquoi est-ce que toi tu galères alors que moi je galère pas, surtout quand on est jeune on est très naïf et on a tendance à juger extrêmément vite son prochain. Et donc du coup ces normes là pour moi elles créaient beaucoup de discrimination et c'est un vrai problème de société je pense parce que du coup on a tendance à avoir de la jalousie envers les autres. On va être très jaloux de la réussite des autres, on va être très jaloux de ce qu'ils peuvent faire et du coup nous ça va pas nous valoriser, on va pas avoir confiance en nous. Un article que j'ai lu qui a été assez parlant pour moi et avec lequel je suis complètement d'accord, qui expliquait qu'il y avait de réelles contradictions entre notre jugement social, donc la manière dont on va regarder les autres, la manière dont on va juger les autres et nos propres convictions intimes. Une personne qui a réussi, qui selon nous a réussi, on va avoir tendance à dire qu'elle ne le méritait pas ou bien que ça a été trop facile ou ce genre de choses, alors que en fait notre conviction intime à nous c'est de réussir au même niveau que cette personne étant donné que pour nous elle a réussi. Donc en fait ce fossé là c'est une réelle conséquence de la jalousie puisque du coup on va se rabaisser à ce que les gens y font par rapport à nous. On va en gros considérer que si une personne réussit de telle manière, c'est soit parce qu'elle a eu de la chance, soit parce que nous, on n'est pas assez bon dans ce qu'on fait. Alors qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste que, encore une fois, on n'a pas eu les mêmes bases, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas vécu au même endroit, on n'a pas appris les mêmes choses, peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas les mêmes contacts, donc c'est complètement logique de ne pas réussir de la même manière, de réussir moins vite, d'avoir plus de mal à faire certaines choses, et ça n'a rien à voir avec ni la personne ni nous. En fait, c'est juste que les choses qui nous ont fondés, les choses qui nous ont fait évoluer ne sont pas les mêmes, donc forcément, on ne pourra jamais être exactement au même niveau. Et en fait, ça crée beaucoup de jalousie. Pour vous donner un exemple un peu concret, quand je suis arrivée en caisse pour la première fois, on m'a expliqué, voilà, là il y a des clients, on encaisse, on fait comme ça, et par contre, quand il n'y a plus de clients, vous avez le droit d'appeler pour demander pour faire d'autres choses. Du coup, moi je me suis dit, ok, c'est cool. Sauf qu'après quelques semaines où j'étais dans l'entreprise, où je commençais à être un peu à l'aise, où je commençais à connaître un peu les gens, où je commençais à vouloir un petit peu faire d'autres choses, parce que je commençais à connaître vraiment la caisse, quand c'était une autre personne que moi qui avait le droit de faire quelque chose, d'aller en rayon ou de bouger, quand c'était quelqu'un d'autre que moi, je me dévalorisais par rapport à cette personne. Je me disais, si cette personne elle peut bouger et pas moi, c'est parce qu'elle est meilleure que moi. Ou bien, au contraire, du coup, je dévalorisais la personne et je disais, en gros, cette personne-là, c'est un peu une lèche-cul, elle a fait ça, et du coup, c'est pour ça qu'elle a réussi, c'est pour ça qu'elle a réussi à faire ça, c'est pour ça que moi, du coup, j'y arrive pas, donc c'est pas ma faute, c'est parce que ça vient d'elle, et nanana. Et du coup, je vais dévaloriser la personne, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. C'est juste que, quand il y a des clients, il y a des clients, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il faut qu'on se mette d'accord et qu'il faut une réelle cohésion d'équipe pour qu'on se mette d'accord sur qui peut bouger, qui ne peut pas à ce moment-là, et qu'on essaye de faire tourner un petit peu. Et en fait, ça a été frappant pour moi parce que je suis pas quelqu'un de jalouse, je pense, dans la vie de tous les jours. Enfin, j'essaye de me soigner pour ça en tout cas. Mais en tout cas, en entreprise, ça a été la première fois ce jour-là où j'ai ressenti ça. Et c'était un sentiment vraiment très fort parce que en fait, j'avais juste l'impression de mal faire mon travail ou en tout cas de pas faire au maximum de mes capacités. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans beaucoup d'entreprises différentes, dans presque toutes les entreprises au final, parce que il y a un quota, parce qu'il y a un chiffre d'affaires, parce que il y a un compte rendu, etc. Et on a toujours envie d'être meilleur que les autres. Et si les gens sont meilleurs que nous, on considère qu'ils sont meilleurs que nous, du coup on va être de mauvaise humeur, on va pas forcément avoir cette cohésion d'équipe dont on a besoin pour bien travailler. Il va y avoir beaucoup de rivalité entre les personnes qui travaillent ensemble, et du coup tout ça créer une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Et je pense que la France, du coup, c'est comme une grosse entreprise. Si le voisin fait mieux que moi, c'est juste que il est plus fort que moi, donc je suis nulle. Ça veut dire que j'en vaux pas la peine, que je peux pas bien faire les choses comme eux ils le font, alors qu'en fait, il faut pas se remettre en question par rapport à ce que les gens y font, il faut se remettre en question par rapport à ce que nous on fait. La jalousie, c'est quelque chose, je pense que
on a un peu tous ressenti pour la première fois quand on était à l'école. Le système éducatif qu'on a en France, pour moi, il est un petit peu problématique parce que on est tout le temps en rivalité les uns avec les autres. C'est le problème de notation qui, selon moi, est chiant. Parce que, du coup, on va toujours se mettre en rivalité avec les autres. Si les autres réussissent mieux, on va se dévaloriser. Et ça va être chiant parce que, du coup, on va grandir en ayant des carences en confiance en soi. J'aime bien ce terme, avoir des carences en confiance. C'est pour moi hyper parlant parce que du coup on va grandir avec l'esprit que on n'est pas capable de faire ça, ou bien que en tout cas on n'a même pas envie d'essayer parce que on a peur d'échouer. Ces carences-là, elles vont être très difficiles à combler derrière. Parce que du coup on va évoluer tout le temps avec le sentiment de ne pas être suffisamment bien. Et du coup, ça va développer cette jalousie, ça va développer le fait d'être anxieux. Et donc tout ça, en fait, si on évolue tous de cette manière-là, donc en n'étant pas sûr de nous, en n'étant pas en confiance, et bien si on évolue tous comme ça, ben on va tous être fragiles en fait, arriver à l'âge adulte où il faut commencer à prendre ses responsabilités, à se créer sa propre personnalité, parce que souvent ça arrive quand même un peu après la sortie du système scolaire classique, donc jusqu'au lycée on va dire pour généraliser. C'est vrai que du coup on va grandir très très facilement avec ces carences et du coup pour les supprimer derrière ça va être vraiment très compliqué. En fait on ne nous valorise pas à des fois juste nous dire bah voilà ce que tu fais c'est bien et si tu peux pas faire plus c'est pas grave, genre c'est normal limite. Et si tu peux faire plus, ben fonce. Mais voilà, vraiment, je pense que c'est important de valoriser ça, surtout pour les enfants. Parce que pour moi, c'est vraiment le fléau en France, dans les pays occidentaux, ce fait de ne jamais en avoir assez. Le titre de la vidéo, c'est « Pourquoi les Français font toujours la gueule ?» C'est pas vrai. Ça, c'est un cliché. Voilà. Les Français font toujours la gueule. Oui, sans doute autant que les Anglais, sans doute peut-être autant que les Italiens. Je pense que c'est quelque chose qui, en fait, correspond beaucoup au monde occidental. Parce que dans le monde occidental, on est dans une surconsommation de tout. Ça veut dire qu'on veut toujours plus. Et en fait, ça vient du fait, je pense que notre éducation se base sur une évolution constante, alors qu'en fait ça dépend vraiment des gens, que l'évolution c'est pas une courbe comme ça, c'est une courbe qui peut faire ça, qui peut des fois complètement tomber et ensuite remonter. Et en fait du coup quand on a l'impression de ne pas faire suffisamment, qu'on a l'impression de ne pas être assez doué, et bien du coup on va être complètement dépité. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à gérer dans la vie de tous les jours, qu'on nous apprend pas à gérer quand on est enfant. Alors je suis désolée, à mon avis la lumière a changé. C'est parce qu'en fait la fin de la vidéo que j'avais prévue n'a pas été enregistrée. Alors du coup je la réenregistre un jour après, parce que bon, une conclusion c'est quand même plus sympa. La première chose que je vous disais c'était que le fait de faire la gueule, d'être stressé, d'être anxieux et tout ça, c'était pas quelque chose qui était vraiment propre à la France, c'est plutôt quelque chose qui est propre au monde occidental en fait, parce qu'à partir du moment où on est dans ce rythme là, qu'il faut toujours produire plus, qu'il faut faire plus, qu'on a une forme de quota pour tout ce qu'on fait, qu'on a de la rivalité absolument partout, et bien forcément c'est plus difficile d'être bien dans sa peau, puisque on doit toujours rendre des comptes derrière, on a des objectifs plein la tête, ou au contraire par rapport aux autres on a le sentiment de ne pas avoir assez d'objectifs, et du coup on se dévalorise par rapport à ça. Et du coup j'arrive à la conclusion de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà je voulais pas blâmer les gens qui étaient dans un état d'esprit un petit peu difficile en ce moment, surtout avec la crise du coronavirus. C'était surtout pour comprendre les tenants et les aboutissants, en tout cas certains, parce que évidemment j'ai pas du tout évoqué, donc ça sera à vous dans les commentaires si vous avez des avis supplémentaires, si vous avez des expériences qui vous ont arrivé ou qui sont arrivées à vos proches, qui se rapprochent un peu du sujet de cette vidéo. Vous êtes évidemment libre de pouvoir me les exprimer, je répondrai, je lirai, en tout cas ça c'est sûr. Moi ce que je voudrais dire comme petit mot de la fin, c'est juste que il n'y a pas de recette miracle pour se sentir bien dans sa tête, il n'y a pas de recette miracle pour arrêter de faire la gueule, il n'y a pas de recette miracle pour sourire tout le temps, parce qu'au final personne ne fait ça, hein, personne ne sourit H24. Donc en fait la seule chose que je voudrais dire, c'est que on est tous dans le même bateau, et que il faut qu'on arrive à
créer, comme je disais tout à l'heure, une forme de cohésion d'équipe dans la France, à mon avis. Alors ça peut être un peu utopique comme message comme ça, mais je le pense vraiment, il faut vraiment qu'on fasse ça, qu'on arrive un petit peu à être vraiment un pays soudé. On parle souvent de patriotisme. Pour moi, être patriote, ça va passer par le fait d'être juste envers les gens qui sont à proximité de nous. Donc dire bonjour à un SDF dans la rue, pour moi c'est être patriote. Lui donner à manger éventuellement, c'est être patriote. Travailler dans des associations quand on a le temps, c'est être patriote. Tout ce genre de petites actions en fait qui vont faire que peut-être que autour de nous on va dégager des meilleures ondes. Et en fait ce qui est important c'est de sentir que on est dans un pays qui nous veut du bien. Et je pense que ça aussi ça a été une forme de problématique parce que y a eu les gilets jaunes, on a eu beaucoup de grèves liées à ça, on a eu la loi sécurité globale, on a eu énormément de choses qui nous sont tombées dessus en France et du coup forcément ça a miné notre morale. On a eu l'impression de passer pour des cons en fait à l'international et puis même dans le pays. On avait juste l'impression d'être laissés pour compte, pris pour des abrutis ou ce genre de choses. Et du coup, c'est normal qu'on soit pas toujours au top du top en France. Je pense qu'on vit dans un pays qui, même si on est en démocratie, qui peut avoir des problématiques assez difficiles des fois. Et voilà, tout ça pour dire que si les Français font toujours la gueule, et c'est peut-être pour de bonnes raisons. Et que moi, je vous invite juste à sortir de chez vous et à sourire un peu, même derrière le masque, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Et je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, qui est ma première vidéo, et j'ai galéré à la faire. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent à quel point j'ai galéré pour faire ça. Et donc moi, je suis partie pour essayer de faire une vidéo par semaine. On verra le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que je le connais déjà. Mais voilà, j'espère que vous serez là. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Soyez bienveillants envers les gens autour de vous. Souriez un peu ou bien chialez un bon coup et puis ça ira mieux. Et puis je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous!